Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir au nom de l'association Foi et Culture Scientifique et du Centre Teilhard de Chardin. Alors, le Centre Teilhard de Chardin en particulier fête son 3e anniversaire, le mois de juin là, qui arrive. Donc, il a ouvert il y a 3 ans pour être un lieu de dialogue entre la réflexion humaine, spirituelle et réflexion scientifique, qui est aussi, par définition, la vocation de l'association Foi et Culture Scientifique, qui existe depuis 35 ans dans la vallée, voilà, qui est un petit peu un précurseur de ce centre. Alors, avant de laisser la parole pour introduire le thème de ce soir, je veux juste rappeler donc que le Centre Teilhard ne vit que de la générosité des gens qui le fréquentent. Et donc, il y a de nombreuses personnes en ligne, et puis il y a d'être nombreux dans cette salle, je suis heureux de vous voir. Eh bien, voilà, vous pouvez aider le centre en participant. Donc, il y aura un petit panier qui sera à la sortie de la salle pour ceux qui veulent participer. Et sinon, en ligne, il est aussi possible de faire un don lorsqu'on s'inscrit, enfin voilà, faire un don au centre pour juste simplement aider à faire que l'animation du centre puisse continuer. Voilà. Sur ce, je vais laisser Marie-Odile Lafosse-Marin introduire la séance de ce soir. Oui, voilà, parce que dans les objectifs de Foi et Culture Scientifique, il y a cette quête, la notion de recherche, la notion d'explorer les différentes formes de connaissances et dans une recherche de vérité. Hein, et c'est c'est ce pourquoi l'art est convié à prendre la parole aussi, parce que c'est une forme de connaissance et une forme de recherche de la vérité. Donc, dans nos conférences de l'année, on essaie à chaque fois qu'il y en ait une qui ait cette sensibilité-là. Et c'est ce soir Claire Basile qui va nous porter à travers sa propre recherche, nous faire entrer dans sa pensée, dans son domaine, dans son art. Claire peint depuis longtemps. C'est en 1968 qu'elle fait une école d'art, l'école d'art Martenot, dont la méthode lui a donné dès le départ beaucoup de liberté. C'est pourquoi elle l'a appréciée. Mais elle a aussi animé de nombreux ateliers d'enfants, d'ados, d'adultes, et fait d'autres choses aussi. Donc, au départ, elle avait plusieurs vies en même temps, entre ses 4 enfants, la peinture, ses missions d'église, comme l'aumônerie et autres. Alors, elle dit qu'elle n'est pas dessinatrice, mais coloriste, et c'est la peinture d'abord. Elle s'expliquera davantage. Née en Belgique et fréquemment en Normandie, elle a beaucoup le goût des lumières changeantes. Vous vous en souviendrez quand vous verrez ces tableaux qui sont exposés ici, dans les 2 étages. Elle expose en différents lieux depuis longtemps, dans des galeries à Paris, en Normandie beaucoup, mais aussi à la cathédrale de Créteil, où nous avons exposé ensemble, à Jeanne Garnier, par exemple, à Notre-Dame de Pentecôte, Notre-Dame de la Sagesse et différents lieux. Voilà. Elle est peintre et sa sensibilité chrétienne s'exprime, enfin, il y a une certaine spiritualité, mais elle ne veut pas être étiquetée peintre d'art sacré ou peintre chrétien, mais non, elle est beaucoup plus ouverte que ça. C'est elle qui va dire aussi. Bon, après une telle présentation, je vais surtout vous remercier beaucoup de m'accueillir et vous dire que bien sûr, je suis très émue et intimidée devant un public si scientifique, moi qui ne le suis pas du tout. Ça m'aurait peut-être été plus utile d'être scientifique que peintre, enfin bon, pour la vie de tous les jours. Mais j'avais vu à une précédente conférence à laquelle nous étions venus, mon mari et moi, le mois dernier, que vous étiez très bienveillant, donc ça m'a rassurée. Et voilà, donc je vois qu'il y en a qui sourient. Vous serez quand même assez indulgente. C'est plus un témoignage qu'une conférence, donc du spirituel, du réel à l'abstraction, en chemin de spiritualité. Bien sûr, je vais d'abord parler de mon expérience. On ne parle jamais aussi bien de ce qu'on connaît bien. Et ensuite, je m'appuierai quand même sur quelques peintres
Vassili Kandinsky, Rothko et Olivier Mérigeon, qui eux aussi ont suivi ce chemin pour arriver à l'abstraction comme un chemin de spiritualité. Mais je vais d'abord laisser Teilhard de Chardin exprimer tellement mieux que moi ce que je vais tenter de développer ce soir. Après tout, c'est à lui que nous devons ce lieu et cette rencontre. L'artiste aurait tort en cherchant à faire passer laborieusement dans son œuvre une thèse, une doctrine. En lui, c'est l'intuition, non la raison, qui doit dominer. Mais si l'œuvre est vraiment sortie de lui-même comme une riche musique, n'ayons crainte. Dans les esprits qui en seront touchés, elle se réfractera en un iris de lumière. Plus primitive que toute idée, la beauté se montrera persuasivement avant-coureuse et génératrice d'idées. C'est bien un voyage auquel nous sommes appelés face à une toile. Il faut accepter de se laisser faire par elle. On entre dans une histoire. Et moi, je vous invite, pour commencer, à entrer dans mon histoire. On n'arrive pas comme ça un beau jour en disant, tiens, aujourd'hui, je vais faire une toile. Non, on a tout un passé derrière. Je suis née en Belgique, dans une fratrie de 5 enfants, la quatrième de la fratrie. Nous sommes arrivés en France quand j'avais 8 ans et je crois que j'ai eu à ce moment-là mon premier choc coloré. Parce que le promenade du canal le dimanche en Wallonie me paraissait grise, déjà toute petite que j'étais. Et dans les Yvelines, m'est apparu toutes ces couleurs absolument extraordinaires qui contrastaient tellement. C'était vraiment, oui, mon premier choc de couleurs. Une scolarité heureuse, des études en école d'art, approfondies dans quelques ateliers par la suite. J'ai enseigné le dessin et la peinture dans différentes associations. Mon mariage avec Patrick, la naissance de nos 4 enfants, ma plus belle création, que nous avons pu, ensemble, mener aux portes de l'âge adulte. Patrick est tombé malade dans la force de l'âge. J'ai connu l'accompagnement de la maladie, le deuil. La peinture m'est devenue alors cette nécessité intérieure dont parle Kandinsky. Puis la Renaissance, la venue des premiers petits-enfants, suivie d'une dizaine d'autres, source de revitalité. Et l'horizon s'est éclairci de plus en plus grâce à la rencontre avec Philippe, qui se cache. J'ai définitivement intégré que la vie est une suite de vendredis saints et de jours de Pâques. Je savais déjà que la peinture est bien souvent le combat de l'ombre et de la lumière. Plonger dans une famille qui n'était pas la mienne, l'aimer, me faire aimer d'elle, des voyages, des rencontres, des couleurs, des paysages inspirants. J'ai aussi été une femme d'église. J'étais missionnée dans le diocèse de Créteil auprès des aumôneries de l'enseignement public, des années passionnantes et très fortes, puis de la pastorale des migrants. Il m'arrive encore d'aller les faire peindre. J'aime beaucoup ça, à la demande de l'actuel responsable. Ah oui, la vie en atelier aussi. Recevoir et donner à d'autres. Alors, j'aime nos réunions de famille. Je rends grâce pour tout ce qui fait la richesse de ma vie de femme, les joies, les peines, les frustrations, les avancées, les 1000 pépites accumulées. Et au milieu de ce très-plein, vient le moment du silence pour me retrouver seule avec moi-même, seule comme l'oiseau face à la toile blanche. Et voilà la toile qui va se monter peu à peu, et pas à pas. Certaines rares partent d'un jet et se montent en 3 heures. Enfin, dans ces 3 heures, il y a tout le travail d'année derrière, hein. Mais le plus souvent, c'est un travail lent et patient que j'aime. Sans cesse sur le métier, remettez votre ouvrage. Chaque retour vers la toile est comme un rendez-vous amoureux. À un certain moment, elle sonne juste. C'est le point final de son travail en atelier, puisqu'elle continuera sa route au regard des autres. Il y a un temps pour travailler dans la solitude et un temps pour la rencontre. C'est l'œil du public qui fait vivre la toile. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Kandinsky dit, je citerai beaucoup Kandinsky, dans son livre du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, il dit que l'art abstrait est le plus difficile de tous. Pour pouvoir s'y adonner, il faut être un bon dessinateur, avoir une grande sensibilité pour la composition et les couleurs, et c'est là le plus important, être un authentique poète. L'art de la photo, en fait, a en quelque sorte libéré le peintre de la reproduction, et l'abstraction permet d'aller vers l'essentiel. Pour moi, c'est une grande chance. Kandinsky dit toujours, le fait d'appauvrir l'extérieur amène un enrichissement intérieur. C'est mon credo à moi,
C'est mon chemin pictural, mais je n'oblige personne à le partager. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une recherche de spiritualité dans la peinture figurative. Et là, voilà son aboutissement. Alors ça, ce sont des moments aussi très, très, très agréables. Quand on rend heureux des gens qui vous ont fait une commande avec beaucoup de liberté. Alors, je vais vous parler d'un thème qui m'est très cher. Il s'appelle le trésor caché. Ayant étudié la philosophie zen, n'est-ce pas, Martine, quand nous étions en école d'art, j'avais toujours rêvé de partir au Japon, et notamment à la recherche de ces fameux jardins zen. Il y a quelques années, nous avons eu la chance de faire un voyage fabuleux avec des amis qui sont ici, et Philippe, au Japon. Alors, certains de ces jardins correspondaient à ce que je souhaitais trouver, mais le plus souvent, les jardins gratuits ouverts au public recevaient une foule très dense. C'était la promenade du dimanche. Et ce jour-là, il a fallu pénétrer au plus profond, au-delà de la foule, pour découvrir un petit temple niché dans la verdure, un véritable petit trésor qui se méritait. J'ai immédiatement pensé à la perle de l'Évangile et à la parabole du trésor caché. Le royaume de Dieu est un trésor, il faut toute une vie pour le trouver. Ma première toile du trésor caché est presque figurative, puisqu'elle part de la photo du temple au fond du jardin. Puis le où les trésors ont été plus diffus, cachés dans une verdure abstraite. Enfin est venue la certitude d'une lumière que l'on a au fond de soi, et je me suis dit, ce trésor, le voilà. Une petite lumière que chacun a en fond de soi, qui nous permet de rester debout dans les difficultés, qui permet aux femmes, aux enfants dont les maris sont partis à la guerre de se tenir debout. Comment ne pas croire en cette force intérieure qui nous fait nous tenir debout dans la moindre difficulté? Chacun la nommera comme il veut. Pour moi, elle s'appelle le Christ et la perle qu'est son évangile. Enfin, voici l'aboutissement de cette recherche. Si tant est qu'on peut parler d'aboutissement en peinture, le trésor caché, vous voyez, il part du milieu et s'est montré de moins en moins caché. Ici, il se dilate pour devenir en fait une grande spirale d'espérance. C'est une toile qui est exposée cet automne à la cathédrale de Créteil. C'est là que je t'ai rencontré, Marie-Odile. Le thème, justement, était le thème de l'espérance. Il y a quelque temps, la personne qui l'a acheté m'a dit prier chaque jour devant elle. Alors, pour un artiste, ça, c'est vraiment un cadeau. Je me suis sentie habitée par plus grand que moi, pour reprendre cette expression d'Augustin Trapenard, vous savez, de la grande librairie, qui avait dit ça dans une très jolie interview. Projeter la lumière dans les profondeurs du cœur humain, telle est la vocation de l'artiste. Mais l'artiste ne dit pas que des choses très gaies. Je vous ai dit, ou je non, je n'ai pas dit dans ma présentation, que je suis très perméable à l'actualité. Il m'est arrivé plusieurs fois de me fâcher, et c'est la chance que nous avons en peinture de pouvoir nous exprimer comme ça. J'ai fait cette toile qui s'appelle L'attentat, au moment de l'hypercachère et de Charlie Hebdo. Vous voyez, pour moi, le gris, dans le gris, c'est un peu la mort. Vous avez quand même le feu tout autour avec toute cette violence, et puis un peu d'espoir avec le ciel devant. Une autre toile qui me tient à cœur s'appelle Hope. J'ai une petite fille qui est née dans les jours de l'attentat du Bataclan, dans ce quartier-là. Et mon fils, qui travaillait dans l'audiovisuel, devait aller au Bataclan ce soir-là. Comme sa femme sortait plutôt de la maternité, il n'y est pas allé. Et celui qui était à sa place a eu les poumons perforés. Bon, il s'en est sorti. Mais donc, cette toile, pour moi, c'est tout, quoi. C'est la chance de cette petite fille qui s'appelle Hope, d'ailleurs, et pour montrer que il n'y a jamais une joie complète comme une tristesse complète. Pour moi, tout se mêle un peu dans cette toile. Un autre événement qui m'a fait faire cette toile, deux amis sont morts dans le crash de l'avion d'Égyptaire, Pierre et son fils Quentin. Je l'ai appelé, donc c'est très éthéré, parce que pour moi, le mystère de tout ce qui a pu passer dans le ciel à ce moment-là est resté un mystère. Je l'ai appelé Envol en un seul mot ou Envol. Alors celle-ci, là, c'est un peu moins figuratif, on fait un petit pas de côté pour une ou deux toiles. Je me suis fâchée vraiment au moment du rapport de la SIAZ en 2021 et j'ai appelé cette toile le Christ descendu aux enfers dans son église. Après, de façon plus soft, je la ressors à tous les carèmes en appelant le Christ souffrant.
un petit pas de côté encore, on est moins dans l'abstraction. J'aime énormément cette peinture une expression d'une femme. En fait, c'est une exposition sur la migration. Moi, je trouve très, très belle, toutes ces toiles. Et ça pourra nous introduire tout à l'heure aussi à la notion de beau. Qu'est-ce qu'on trouve beau dans une peinture? Dans le débat peut-être tout à l'heure. Alors, assez parlé de moi, on va parler à des gens plus grands. De gens plus grands. Tout le monde connaît Vassili Kandinsky, mais je vais quand même vous rappeler quelques petites choses de lui pour qu'on puisse entrer dans sa peinture. Donc, il est né à Moscou en 1866 et mort à Neuilly-sur-Seine. C'est donc un peintre, un des pionniers de l'art abstrait. Il a commencé par faire des études de droit et à l'âge de 30 ans, il a refusé une chaire de professeur à l'université de Tartu, qui est considérée comme la capitale culturelle et intellectuelle de l'Estonie, voire des pays baltes. Il préfère commencer des études de peinture et les s'installer à Munich, où il étudie dans une école qui s'appelle ASB, où un de ses professeurs, Franz von Stuck, le critique vivement pour ses extravagances de couleurs. On n'en est pas encore à l'art abstrait. Toute sa vie sera empreinte de l'âme russe. Prenez un peu le temps de regarder un peu toute cette vie. Elle s'appelle la vie mélangée. On peut voir la naissance. Est-ce que c'est une nativité? On voit le cimetière là-bas. On voit ça ne ressemble pas à des couples pour dans une église, la fête au village. Regardez bien toutes ces couleurs, parce qu'elles sont très importantes pour montrer qu'on ne va pas à l'abstrait sans rien. On a tout ça dans le cœur quand on évolue vers l'abstrait. Comme vous le savez, il est un des fondateurs du Bauhaus. Vous avez entendu parler du Bauhaus. C'est une école d'art appliqué, laboratoire du modernisme, et qui a été fondée à Weimar en Allemagne. Elle avait pour particularité de ne pas établir de hiérarchie entre les arts dits majeurs, architecture, peinture, sculpture, et ceux dits mineurs, design, mode, graphisme. Sur le plan du style, le Bauhaus se veut minimaliste et fonctionnaliste. Au Bauhaus, l'art est total et pour tous. De grands artistes tels que Kandinsky ou Paul Klee ont contribué, mais son histoire fut mouvementée en raison de ses déménagements successifs, puis de sa fermeture par les nazis en 1933. C'est aussi à Munich et à Murnau, un très joli village de Bavière, où est né l'expressionnisme allemand, Kandinsky crée le mouvement du cavalier bleu, le Blau-Reiter. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça aussi. C'est aussi un groupe d'avant-garde expressionniste. Rédactrice d'un célèbre almanach, cette petite cellule a aussi une trajectoire très très rapide. Son but était de montrer dans la variété des formes représentées comment le désir intérieur des artistes se réalise de multiples façons. En choisissant l'emblème des cavaliers et des chevaux, les membres du Blau-Reiter traduisent leur quête de liberté. La couleur bleue, quant à elle, évoque tant le détachement du réel que la spiritualité. À l'époque, ils sont deux à conduire la fondation du groupe, Kandinsky et Franz Marc. Cette peinture est de lui. Ils sont opposés à l'art bourgeois et ils sont pétris de mysticisme. Ils se rencontrent et s'associent à Munich, une ville au climat libéral. Quelques artistes suivent Kandinsky. Je souligne notamment Gabriele Münter parce que c'est un scandale. C'était longtemps la compagne de Kandinsky et qui restait dans son ombre parce que c'était une femme. Quel siècle épouvantable. Elle avait été refusée à l'école d'art de Munich. Hein. J'ai un anti-sèche qui s'appelle Jean-Paul de Ramble là. Et du coup, Kandinsky avait créé une école où elle pouvait aussi entrer. Dernièrement, il y a une très belle exposition d'elle au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Et c'est vraiment une peintre qui vraiment mérite d'être connue. Donc, l'artiste prône un art basé sur l'intériorité, l'expression des formes et des couleurs pures. Pour lui, Kandinsky, la peinture, c'est une chose de l'esprit, non de la matière. En cela, elle est proche de la musique. C'est à Murnau, une jolie ville de Bavière que nous avons aussi eu l'occasion de visiter, que Kandinsky a trouvé un petit peu la paix, la tranquillité, et qu'il va s'adonner peu à peu à l'abstraction. Vous voyez, là, c'est déjà beaucoup moins construit. Et encore la perspective du village, de la maison verte, d'une petite maison. Mais la toile est déjà très, très libre, il n'y a plus de contours. C'est un peu une sorte de festival de tâches. Ça, à l'église du village, il dit
Je ne songeais plus à des maisons, à des arbres. J'appliquais des bandes de couleurs au couteau sur la toile et je les laissais chanter aussi fort qu'il m'était possible. Alors pour Kandinsky, peinture et musique sont indissociables. Il s'est lié d'amitié avec Schoenberg et ça a débouché à des collaborations majeures. Schoenberg a été invité par Kandinsky à exposer avec lui notamment. Je vous rappelle en deux mots que Schoenberg, donc c'est un compositeur, peintre et théoricien autrichien, 2 siècles après Jean-Sébastien Bach et Jean-Philippe Rameau, qui avaient eux posé les fondements de la musique tonale. Il cherche à émanciper la musique de la tonalité et il invente le dodécaphonisme, une technique qui donne une importance comparable aux 12 notes de la gamme chromatique et qui évite ainsi toute tonalité qui aurait une influence marquante sur une part de la musique du XXe siècle. Face à la question des avant-gardes, qu'est-ce qui doit remplacer l'objet? Kandinsky trouve sa réponse dans la musique. Pour lui, elle représente l'art le plus immatériel, capable de toucher l'âme sans imiter la nature. Elle devient le modèle théorique de sa peinture abstraite. D'ailleurs, il va structurer sa démarche en 3 grandes catégories. Il emprunte leur vocabulaire au monde musical, les impressions, comme celle-ci, une expression spontanée des émotions intérieures, comme une improvisation au piano, les compositions des œuvres les plus abouties, longuement mûries, organisées comme des symphonies, où chaque élément est pensé pour produire une harmonie visuelle. Non, pardon, je me suis trompée. Les compositions, c'était ça, pardon. Les œuvres les plus abouties, c'est beaucoup plus tard d'ailleurs dans son cheminement et dans sa vie. Ces œuvres, donc, elles sont composées comme des symphonies parce que chez Kandinsky, chaque teinte résonne. Il développe une véritable théorie correspondant entre couleurs et instruments. Pour lui, le jaune sonne comme une trompette, le bleu clair comme une flûte, le bleu foncé comme un violoncelle, le vert comme un violon, le rouge comme un tuba. Cette correspondance des couleurs est bien sûr propre à Kandinsky. Chacun pourrait avoir sa propre perception de la couleur. Si je vous demande à vous, par exemple, le rouge, le vert, je me risque. Que disait Kandinsky, c'était pas mal? La flûte en bleu, oui. Ces tableaux sont des partitions explorées. Ils demandent que le regard suive les trajectoires des lignes et perçoive les lignes et les couleurs. Chez Kandinsky, peindre revient à composer. Son ambition n'est pas d'imiter le visible, mais de faire vibrer l'âme comme le fait la musique. Et pour Kandinsky, je vais terminer par 2 toiles que j'aime beaucoup. Je vous ai arrêté un bon moment sur la vie mélangée tout à l'heure, tant elle était pleine de profusion. Pour arriver à cette pureté, je ne vais pas dire épuration, c'est un terme qui n'est pas très joli, pourtant c'est un petit peu ça. Il ne serait pas arrivé à ça s'il n'était pas passé par toutes les étapes. On ne décide pas un jour, je vais faire quelques lignes comme ça. Regardez, il y a tout là. Les courbes nous parlent d'elles-mêmes, tous les sujets sont bien placés, c'est extrêmement doux, c'est très très bien dessiné. Il y a tout son passé derrière, tout son passif. Et celle-ci, c'est une, je pense, des dernières de son œuvre. Comme pour lui, le bleu était la couleur de la spiritualité, on le sent déjà un petit peu ailleurs, un petit peu dans les airs. Il y a le petit cheval de bois là-haut, il y a les instruments de musique. On peut imaginer des tas de choses qu'il avait dans son cœur depuis toujours et qui se trouvent comme ça dans ce ciel. Changement de décor. Nous allons passer à Rothko, le deuxième que je vous avais annoncé. C'est aussi un peintre que j'aime énormément. Rothko dit: « Je suis devenu peintre parce que je voulais élever la peinture au même niveau d'intensité que la musique, on en revient toujours là, ou la poésie. » Marc Rothko est un juif séculier, 4e enfant d'une famille juive libérale. Il est le seul à recevoir une éducation religieuse, mais il n'a plus fréquenté la synagogue dès 12 ans après la mort de son père, ayant récité pendant un an le Kaddish selon la tradition. Il a commencé d'abord par beaucoup de scènes de la vie de métro, de rue. Ici, on commence à sentir un tout petit peu plus son abstraction. La question de l'intériorité devient centrale quand Rothko délaisse la figuration, estimant avoir échoué à représenter la figure humaine sans la mutiler.
Il dit les œuvres sont insaisissables et pourtant profondément vraies lorsque nous sommes capables de ressentir ce qu'elles disent. Mais ce sentiment peut être fugace. Cette intériorité correspond à une éthique spécifique. L'artiste ne cessera de vouloir réparer le monde, le tikkun olam selon la tradition juive. Il s'agit de sa bonne action, la mitzvah, le sens de la mission, exprimer la fonction symbolique de l'art ancré en lui. Il a commencé par ces formes-là comme ça, un petit peu plus désordonnées, des taches. Et puis on arrive à ce que vous connaissez certainement de lui. On peut penser que c'est très doux. Mais lui dit à ceux qui pensent que mes peintures sont sereines, j'aimerais dire que j'ai emprisonné la violence la plus absolue dans chaque centimètre carré de leur surface. Si vous avez envie de réagir un petit peu, c'est le moment aussi. Est-ce que ça vous parle? Lui dit, je ne m'intéresse qu'à l'expression des émotions humaines fondamentales, tragédie, extase, mort et j'en passe. Et le fait que beaucoup de gens s'effondrent et fondent en larmes lorsqu'ils sont confrontés à mes tableaux montre que je communique ces émotions humaines fondamentales. Mais il n'y a aucune automaticité dans l'effet de ces œuvres. Comme il le disait lui-même, à moins d'entreprendre le voyage, le spectateur passe réellement à côté de l'expérience essentielle du tableau. Chez Rothko, c'est la présence silencieuse de la lumière provenant de la toile et l'émotion qui favorise l'intériorité. Alors, pour un tableau comme ça, est-ce qu'il y a un sous-texte, est-ce qu'il livre quelque chose comme une sémantique, ou je ne sais pas. Non, les titres sont à base de couleurs. Il y a eu une très grande exposition de lui il y a 2 ans à la Fondation Vuitton, à Vuitton. Non, il ne donne pas de titre particulier. Pour lui, tout est dans la... Et pour avoir travaillé un petit peu comme ça, beaucoup plus modestement, il faut des couches et des couches et des couches pour arriver à cette stabilité de couleur. Comment? Ça peut être un travail de l'acquis, ça pourrait être un travail aussi de... Ah, ce que tu fais, Martine, toi, de pastel. Mais lui, c'est de l'huile, hein. Mais pour arriver à ce degré de couleur, eh ben, je peux vous dire qu'il a passé beaucoup, beaucoup de touches. Et comme il dit, toute sa colère contenue. Enfin, moi, j'y suis très sensible, mais j'oblige personne à l'être. Alors, le dernier peintre dont j'aimerais vous parler s'appelle Olivier Berrijon. Il se trouve que c'est un maître avec lequel j'ai la chance de travailler depuis pas mal d'années. Il est un artiste plasticien et photographe, né à Versailles en 51, donc lui, il est toujours en vie. Et son travail est profondément marqué par la quête de la lumière, qui est une thématique centrale dans son œuvre. Bon, il a entrepris de grands voyages, qui étaient source de grandes inspirations pour lui. Il a pratiqué l'huile, l'aquarelle, le dessin, la gravure, la lithographie. Il a participé à des salons prestigieux. Il est devenu sociétaire des salons de peinture du Grand Palais des Champs-Élysées, j'en passe. Et ses œuvres sont exposées dans pas mal de lieux importants. Et il partage aussi son savoir en enseignant la peinture et le graphisme dans son atelier. Il est parti de ça, c'était déjà pas très, très, très figuratif, hein, mais de toutes ces couleurs et ces formes, voilà de l'aquarelle, parce que Olivier s'est lié d'amitié, on fait encore un lien entre musique et peinture, il s'est lié d'amitié avec le musicien Jean-Baptiste Loussier, qui un jour a découvert, non pas Jacques Loussier, hein, c'est le fils de Jacques Loussier qui avait fait. Jean-Baptiste Loussier a découvert la peinture d'Olivier et a eu envie de travailler sur son œuvre. Donc, ils se sont rencontrés tous les deux. C'est souvent le contraire. On fait souvent des permanences, des performances d'artistes et de peintres qui peignent sur une musique. Là, c'était absolument l'inverse. Donc, c'est assez intéressant. Ils sont enfermés dans une maison pendant des jours et des jours et le concept de peinture et musique est né. À chaque émotion picturale correspond une inspiration musicale. Son parcours d'artiste a aussi mené Olivier à la rencontre de poètes, d'écrivains, de compositeurs. La tendance pour le livre l'a notamment porté vers l'illustration, l'écriture de nouvelles et le décor de reliures d'art. En 98, il s'est tourné vers l'art numérique, créant des œuvres appelées les Amédéos, dominées par des bleus et des oranges. Et il a, grâce à ce travail, collaboré avec des entreprises spatiales comme Matra Marconi Space et Ariane Space pour créer des illustrations de lancement de fusée Ariane. Voilà un peu ces Amédéos. Donc, on voit déjà que le blanc est quelque chose qui va le toucher beaucoup. Là, vous avez juste quelques touches d'orange et de bleu.
il va évoluer vers les White Spirit. Ce sont des toiles et aquarelles en bleu, donc, qui ont été annonciatrices de ces fameux whites. Et il dit, bien qu'il s'agisse d'apesanteur ou de bien de pesanteur, qu'il se laisse porter ou qu'il soit attiré, c'est toujours vers le ciel, dans cet horizon bleu, que les White Spirits s'en vont, et même à l'intérieur d'eux-mêmes, transperçant leur visage, c'est encore un mobile, un triangle, une flèche qui les traverse. C'est ce désir d'ailleurs, le rêve d'un monde où tout danse, la face cachée qui les anime. Depuis les années 1990, il se concentre sur des séries de toiles appelées les White. Ces œuvres monochromes explorent les nuances de la couleur blanche à travers des textures, des lignes fines, des effets de lumière. Inutile de vous dire que ça lui demande beaucoup de temps. Il dit aussi qu'il a deux couleurs, le blanc et la lumière. Mais de même qu'on disait tout à l'heure que pour Kandinsky, il était arrivé à sa super légèreté abstractive, là, grâce à tout le travail qu'il avait entrepris avant, Olivier me dit encore la semaine dernière que s'il n'avait pas tâté de la couleur, il ne serait pas capable de travailler le blanc. Le blanc est une couleur inerte. Lui, quand il peint, il a encore le bleu du ciel dans la tête. Les autres couleurs, l'orange, enfin, je pense que oui, ça aussi, c'est le fruit d'un travail quand même assez long. Pour lui, il dit que la ligne est le produit d'une force. Elle est un point sur lequel une force vivante s'est exercée dans sa direction. Les formes linéaires produites peuvent être de plusieurs types. Une ligne droite qui résulte d'une force unique exercée dans une seule direction. Une ligne brisée qui résulte de l'alternance de deux forces possédant des directions différentes. L'effet produit dépend de son orientation. La ligne horizontale correspond au sol, mais aussi à l'espace. La ligne verticale correspond au spirituel. Une diagonale génère une notion plus ou moins énergique selon son inclinaison par rapport à la verticale ou l'horizontale. Bon, c'est un peu compliqué, mais vous êtes des scientifiques, hein. Les White captent et renvoient la lumière, créant des variations subtiles et une atmosphère méditative. Les Whites se déterminent et vivent par leur capacité à réagir à la lumière qui s'établit dans la pâte du tableau. Le peintre guide cette incomparable couleur-lumière en texturant son empreinte. Il se sert de la lumière comme une nouvelle couleur, pas celle sortie du tube, pas celle dont on choisit précisément l'emplacement, celle qui règne et se l'approprie sans la posséder. Mais pour terminer, en parallèle au White est née la série des In Spirit qui se compose du dessin donnant les éléments visuels, les signes colorés et le dessin du blanc qui n'est dans ses compositions pas un fond, mais définit au contraire cette association white color affirmant la perspective linéaire qui régit le trait et la perspective sensible. Bon, il y aura de quoi débattre peut-être un petit peu tout à l'heure, hein. Besoin de vos impressions. C'est déjà le moment de terminer un petit peu avant le débat. J'espère que vous aurez beaucoup de questions. Je prends la conclusion aussi chez Kandinsky, vous avez compris que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. L'artiste doit être aveugle vis-à-vis de la forme reconnue ou non reconnue, sourd aux enseignements et aux désirs de son temps. Son œil doit être dirigé vers sa vie intérieure et son oreille tendue vers la voie de la nécessité intérieure. Il pourra alors se servir de tous les moyens autorisés et tout aussi facilement de ceux qui lui sont interdits. C'est la seule voie pour exprimer le mystique nécessaire. Tous les moyens sont sacrés s'ils sont intérieurement nécessaires. Tous les moyens sont péchés s'ils ne découlent pas de la source de la nécessité intérieure. Alors, ma petite conclusion à moi, l'artiste est toujours en chemin. C'est le titre de cette exposition ici même qu'on pourra peut-être regarder tout à l'heure. Pour moi, c'est un chemin parsemé de beaucoup de joie, bien sûr, mais un chemin avec assez peu de certitude et beaucoup de doutes. Et je pense que ce sont surtout ces doutes qui me font évoluer. En fait, je suis une chercheuse. J'espère qu'il y a des chercheurs parmi vous. J'avais donc un petit peu ma place ici, au plateau de Saclay en tant que chercheuse. Et j'ai une conviction cependant, une conviction, c'est qu'il faut toute une vie pour devenir peintre. Merci beaucoup pour ce partage très riche, très condensé aussi, mais qui va peut-être nous faire réagir. Donc on a maintenant un moment de discussion et d'échange.
Donc, n'hésitez pas à manifester si vous voulez parler. Oui. Vous n'avez pas parlé de soulage. Ah non, mais j'ai pas parlé de tout le monde. Mais il m'est arrivé déjà de faire des petites conférences. Ah, oui, mais le noir, lui, c'est la lumière aussi. Il est aussi dans la recherche de la lumière. Il m'est arrivé de comparer justement Olivier Mérégeon et ses White avec Soulage. Mais je n'ai pas parlé de tout le monde, hein. Mais vous avez tout à fait raison. Et pour Soulage aussi, c'est la lumière. Soulage aussi cherche la lumière. Et à un moment, Rothko, c'était beaucoup lié à Soulage. Ils avaient cherché ensemble. Oui, tout à fait. Sur le tableau Oui. White, là, Oui. le précédent, donc je suppose que quand on le voit, Oui. non pas la photo, mais le tableau lui-même, l'aspect qu'il a dépend beaucoup de l'éclairage, de l'endroit de l'éclairage. Il dépend Enfin, absolument de ça. Ah oui, oui. Comment? Oui. Il dépend absolument de la lumière. c'est la lumière. Oui. Les ombres et la lumière. Ah oui, oui, complètement. C'est-à-dire qu'il n'est pas fini et la lumière complète. Oui, on peut dire tout à fait ça. C'est pour ça qu'il dit qu'il a deux couleurs, le blanc et la lumière. Et la lumière le complète très bien, oui. Bon, je pense qu'il nous écoute là de loin, donc j'espère qu'il ne va pas dire trop de bêtises sur son travail, parce qu'il est sûrement en visio, lui. Mais ce que tu as dit, François, est très juste et je pense que ça va le toucher. C'est tout à fait ça. Je pense il a le blanc et la lumière, et sans la lumière. Pardon? Oui, oui, Est-ce que tu pourrais revenir sur une de ces toiles ou des buts? oui. Que tu nous as montré par étapes comment tu construisais une des. Comment. Ta démarche pour. Ah, Tu nous as montré en 3-4 étapes. celle-là? Non. Oui. Ou celle-là? Tu veux celle que tu veux. Parce que tu es passé un petit peu vite, mais c'est quand Oui. même là qu'on voit Oui, toute ta démarche, Oui. ta recherche, comment ça se passe entre deux frustrations. oui. Eh ben, là, je suis quand même partie de quelque chose que j'ai toute une série de soleils dans ma peinture, de soleils au pluriel. Je suis partie donc du centre. Qu'est-ce qui fait vivre ce soleil peu à peu? J'ai pensé peu à peu aux éléments. C'est devenu quelque chose. Elle s'est appelée à la fin avènement, tous les commencements possibles. Là, j'ai mêlé un petit peu ce que je sentais, l'eau, l'air, la- le feu, oui, tous les éléments vraiment, mais pour mettre en valeur un petit peu quand même ce soleil. Alors, des petites, parfois c'est par toutes petites touches, vous voyez à droite, voilà. Celui-là, Oui. celui-là. Alors celui-là, au contraire, il montait peu à peu du bas. C'était des gens qui m'avaient fait une commande pour une maison baignée de lumière à Toulon. J'avais vu leur maison, donc j'avais carte blanche, alors ça c'est merveilleux. Mais j'avais vraiment leur maison dans la tête et la vue très très loin sur la mer. Donc je l'ai monté peu à peu comme un paysage marin, où tous les éléments se mêlent. Moi j'aime bien que tous les éléments se mêlent. Voilà. Ça veut dire que quand tu commences ton Oui, tableau en oui, bas, oui. tu ne modifies pas après, Ah si, remontes. oh là là, si je me défie. Comme... Mais c'est parce que vous n'étiez pas là au début tous les deux. Je vous remontrerai le début. Non, c'est pour dire que en fait, pour moi, c'est long une toile. Et donc, je monte, je monte, je monte, euh, mais j'y reviens. Parce qu'une touche en abstrait, c'est ça qui est assez difficile. Une touche que tu changes en appelle une autre. Et c'est comme en couture, les finitions sont très compliquées. Parce que parfois, une toute petite touche fait que tout change et remet tout en question. La vie, c'est ça aussi. C'est un beau travail. Je voudrais vous Oui. poser une question. Oui. Je vais vous poser cette question à madame, à savoir, avant de peindre de l'abstraction, par quoi elle a commencé? Quelle a été votre démarche initiale? Est-ce que vous faisiez du figuratif? Oui. Et je me permettez d'ouvrir la parenthèse sur l'exposition de Rothko, que Mhm. j'ai beaucoup appréciée, Oui. parce que lui, on voit vraiment ces étapes, on voit cette évolution Mhm, jusqu'à cette ultime abstraction, Oui. et c'est ce qui
C'est ce qui m'a plu chez ce peintre, à savoir partir du figuratif comme il a fait, aller à la peinture de mythologie. Puis avec son ami Kandinsky, il a été très inspiré, puisqu'à un moment donné, il faisait des tâches. J'avoue que je ne comprenais pas du tout pour ma part. Et puis ensuite, on voit cette construction au fur et à mesure, ce montage. Enfin, je veux dire qu'il y avait un suivi. Alors, c'est probablement dans sa recherche qu'il est arrivé à faire ça pour arriver au Rothko qu'on connaît aujourd'hui. Bien Quand je sûr. parle avec mes amis, Oui. si je cite Rothko, Oui, mes amis ne voient que des rectangles, les rectangles. l'opposition, Oui, ces couleurs extraordinaires. oui. Mais c'est vrai peut-être qu'ils n'ont pas non plus cherché à percer la connaissance sur ce personnage. Et c'est pour ça que je me permets de vous poser cette question. Est-ce que vous avez commencé, par quoi vous avez commencé, voilà, quand vous vous êtes mis à peindre? Eh ben, moi, je me suis mise à peindre. J'ai commencé dans l'école d'art. Donc, j'ai commencé toutes les techniques qu'on nous apprenait. Aussi bien le pinceau japonais que de dessiner un cheval, un visage. C'était c'est assez varié. Euh, et donc, c'était pas une école de dessin très précis. J'ai jamais, comme je vous le dis, c'est ça qui m'a peut-être un petit peu sauvée, c'est que je ne suis pas passée par quelque chose de très classique. Il se trouve que avec Philippe, donc on fait partie d'un atelier. euh, enfin, l'atelier maintenant, malheureusement, est un peu disparu. On fait des stages avec notre professeur. Il y avait dans cet atelier un formidable dessinateur, un médecin à la retraite, qui avait, pour pouvoir payer ses études de médecine, parce qu'il était père, grand frère de 11 enfants, fait des caricatures pour les journaux, tout ça. Il dessinait remarquablement, mais il n'est jamais arrivé à se libérer complètement. Se libérer, se libérer. Or, dans cette école, Martine, quand même, on nous apprenait aussi à extrapoler. C'était un grand thème, extrapoler. Donc, tout de suite, moi, j'ai appris, oui, j'ai su faire à peu près un cheval, une tête, le front de Rembrandt, tout ce qu'on nous apprenait, les arbres et tout. Mais assez vite, moi, il m'est venu de, de m'évader avec la couleur, je suis abstraite depuis très longtemps, finalement. Oui, oui. Et un autre professeur que j'ai eu après disait, commencez par apprendre à peindre, à dessiner, etc. Et peu à peu, on apprendra aussi à dessiner. Mais ne commencez pas par dessiner de façon très académique. Après, c'est très difficile de s'en sortir. Cette question en ligne, Oui. quelle est la part de la solitude nécessaire à la réflexion et à quel moment y a-t-il un sentiment de spiritualité? En amont de la peinture, pendant ou à la fin? Déjà, cette impression de solitude, ce besoin de solitude, c'est déjà un petit peu pour moi, il y a déjà un petit peu de spirituel là-dedans. Comme je vous ai dit, évacuer tout le tohu-bohu de la vie, que j'aime d'ailleurs, hein, pour d'un coup se retrouver. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ma toile blanche, elle est dans mon atelier. On voit tout le reste tout autour, hein. C'est pour montrer que c'est vraiment dans ma vie, quoi. J'ai un atelier dans ma maison qui n'est pas gigantesque. Tout est mêlé pour moi. La vie de la peinture, la vie de la maison, et tout ça, je m'en extrais facilement quand je suis devant ma toile. Bon, le sentiment de spiritualité, il est déjà quand on se retrouve face à soi-même, je trouve. Malheureusement, je n'arrive pas toujours à dire exactement ce que j'avais pensé, mais ça, c'est un petit peu l'inattendu que le peintre attend. Souvent, il vient autre chose, et de cette autre chose naît ce qui me plaît encore plus. Alors, la spiritualité, après, d'autres me diront, mais c'est très spirituel ce que vous avez fait, ce que tu as fait. Moi, je ne m'en rends pas forcément compte. Est-ce que vous pensez que l'art, par essence, Oui, est spirituel? L'art, par oui, exemple, autrement dit, oui. quelle que soit l'œuvre, finalement, la spiritualité n'est pas dans celui qui la crée, mais dans celui qui la regarde. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, oui. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que toutes les œuvres sont créées à un moment donné, tout dépend de la façon dont on les regarde. Oui. Bon, bah, il y a quand même des œuvres de qualité différente, hein. Bon, on parle d'œuvres qui sonnent un peu, qui sonnent juste, qui frappent, qui vous touchent un petit peu, quoi. Ils peuvent être. Si je continue la Oui. logique, en Oui. étant peut-être provoquant, Oui, Picasso, par exemple, oui. est-il spirituel? Ah, c'est intéressant. Il y a quelques années, justement, j'étais dans le diocèse de Créteil, j'habitais à Nogent-sur-Marne. Et donc, il y avait toute une réflexion de savoir si l'art était sacré. On avait fait tout, l'évêque avait demandé, etc.
Et après, on s'était dit, mais en fait, tout art est sacré. S'il dit quelque chose de l'homme, s'il dit quelque chose de juste, s'il dit quelque chose... comment? Oui. Qu'est-ce que c'est le sacré? Oui, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est le sacré? Dites-moi. Bonne question. Qu'est-ce que c'est le sacré? Pour moi, tout art, pour moi, il n'y a pas vraiment un art sacré. C'est pour ça que je dis que je ne veux pas non plus me définir. C'est vrai que dernièrement, on m'a appelé beaucoup dans des maisons d'église, etc. Mais je ne suis pas que ça. Et les mêmes choses, je peux les exposer aussi en galerie. Mais pourquoi est-ce qu'on me demande là? C'est parce que je ne sais pas. Il se trouve que ils doivent sentir un petit peu le cœur que j'ai mis, le spirituel et tout. Mais je ne me définis pas comme un artiste d'art sacré. Ou alors, pour moi, tout art est sacré. Tout art peut être sacré. Voilà. Comment? La musique, oui, oui, oui. Il Oui. il y a deux mots qui me viennent en regardant simplement, pas seulement celle-là. Oui. Il y a le mot silence et le mot infini, voilà, Oui. qui sont quand même aussi des mots du sacré. Oui. Le mot silence et le mot infini. Oui, oui, tout à Je fait. ne sais pas si vous vous retrouvez dans ces deux mots. Si. C'est pour ça que, exprès, après le tohu-bohu familial, tout ça, j'ai voulu vous montrer ce coucher du soleil, un endroit que j'aime beaucoup. Parce que pour moi, c'était vraiment, c'est ça, le silence. Il faut faire silence au bout d'un moment. On est fort de tout ce qu'on a. Quelqu'un d'autre n'aurait pas fait la même chose que moi, n'a pas eu la même histoire que moi, n'a pas eu les deuils, n'a pas eu un mariage, n'a pas eu plein de familles, n'a pas eu plein d'amis. Euh, Chacun a son histoire et c'est ça que je voulais dire. Justement, est-ce que votre Oui. peinture a changé quand vous avez rencontré une autre famille quand même, vous avez vécu quelque chose de fort. Est-ce que ça a eu Non, une incidence sur non. sur votre art? Non, je pense que surtout depuis une vingtaine d'années, l'art mon art évolue, change un peu, sans que je me dise, tiens, aujourd'hui, je vais changer. C'est vraiment fort de travailler. Pour moi, je crois beaucoup travailler, j'aime beaucoup travailler. Et je me sens que, j'ai dit que j'étais coloriste, mais à force de travailler, je découvre des nouvelles palettes à chaque fois. Ce qui me fait plutôt pas évoluer, mais comme je vous ai montré tout à l'heure, l'attentat, tout ça, c'est des choses que j'ai besoin d'exprimer, mais je les aurai toujours, je pense. Je ne sais pas s'il y a eu... non, je pense que depuis que Philippe, on se connaît, par exemple, depuis maintenant 20 ans, euh, c'est une évolution, c'est tout. C'est tout. Non. Je ne me pose pas trop ces questions-là et je vois moi-même que j'évolue. Tout à l'heure, je pourrais vous montrer la toute dernière série que je viens de faire sur les 4 saisons, là. Bon, c'est encore différent de ce que j'ai pu faire avant. Euh, j'ai besoin parfois de peintures très grandes et très pleines. J'ai besoin d'autres avec plus d'espace. J'ai besoin de passer à des petits formats où c'est un autre travail. Comme je l'ai dit au début, je ne me pose pas du tout les questions scientifiques. Moi, je vis à l'instant. Est-ce que ce sont quelle est la taille effective de ces toiles? Alors, C'est grand, c'est petit, je dirais. les plus grandes actuelles que je fais, c'est 80 par 80. Ah non, celle que j'ai montée peu à peu, c'est 1 mètre par 1 mètre. Oui. Oui, Vous parliez dans votre conclusion de nécessité oui, intérieure. intérieure, voilà, et que c'est un peu ça qui guide finalement. Oui. Comment ça se manifeste chez vous et selon vous, d'où ça vient, d'où elle vient? Eh ben, comme je l'ai un petit peu expliqué, avant la mort de mon mari, donc j'animais les ateliers de peinture et tout ça, mais j'étais très prise par les aumôneries, par plein de choses. Bon, je craignais plus, je ne peignais plus personnellement, par ma vie de famille, tout ça. Et c'est vraiment à sa mort que cette nécessité intérieure de peindre, je ne sais pas pourquoi, elle m'est venue à ce moment-là et elle ne s'est plus arrêtée. Voilà. Comment? Non, j'ai un petit peu ce que C'est à l'occasion quand même du deuil, de changement de vie. Comment? une intuition. Une intuition, un besoin d'exprimer quand même tout ce que j'avais pu vivre et que je vivais aussi, plus fortement qu'avant, sans doute. Justement, ça Oui. revient à la discussion sur le sacré, parce que Oui. la nécessité intérieure, c'est aliment du sacré en nous. Enfin, Oui, pour moi, un texte est sacré quand il exprime une telle nécessité. oui, Enfin, bon, c'est ce que disait, enfin, c'est ce que disait très bien Koninsky dans le texte, on ne peut pas revenir oui, avec ça, mais pour moi, et c'est ce que vous illustrez très bien d'ailleurs,
en rapprochant votre vie, ce qu'elle a été extérieurement, intérieurement, et comment elle se traduit en peinture, quoi. Mhm. Vous pouvez définir ce que c'est une nécessité intérieure? La nécessité intérieure. Et Jean-Paul, si tu disais ce que c'est la nécessité intérieure. Là, je te dirais si je suis d'accord. Il y a plein de questions qui sont posées. C'est vrai que c'est un ensemble. Alors, il y a Oui. comment tout ça s'articule. Oui. C'est le plus clair de tout, c'est le tableau, évidemment. Alors après, il y a des mots, la nécessité intérieure, la spiritualité, l'abstraction, Oui. le réel. Moi, j'ai ressenti beaucoup le contraste entre les réalités que tu as citées, là, le plus tragique, et puis cette production d'une lumière étonnante et inattendue. Alors, pour moi, c'est vraiment une révélation, Mhm. parce que je voyais la tragédie comme une tragédie. Mhm. Et là, tu me fais voir quelque chose qui est certainement en toi et que tu partages, et ça, c'est inédit, enfin, c'est une révélation. Donc, je pense que tu as, je vais parler plutôt de ta nécessité intérieure plutôt que de la mienne, Oui. mais tu as cette force, pour te connaître, tu as cette force de montrer quelque chose qui est en contraste avec la réalité et qui est de l'ordre de la joie, de la lumière, d'une légèreté, et ça, on te le doit. Alors, on profite de cette nécessité-là, qui est la tienne. C'est tout à fait étonnant. On pourrait imaginer des tableaux comme le quotidien est noir, de voir plutôt les choses sombres, mais toi, tu nous fais voir la lumière. Bon. Pour aller plus loin sur ce que vous venez de dire, jusqu'où est-ce que vous exposez votre intériorité par vos toiles? Parce que c'est quand même quelque chose qui naît justement de cette nécessité intérieure, de quelque chose de profondément personnel, que vous nous donnez à voir, et quelque part, vous vous dites au monde par votre main exprime votre intériorité. Jusqu'où ça va? Jusqu'où est-ce que, je veux dire, vous présentez d'autres artistes et vous montrez la naissance d'un courant, mais en même temps, là, c'est votre vie ou c'est votre regard, et en même temps votre cœur, peut-être aussi votre foi qui Je ne comprends pas bien la question. Jusqu'où? Vous voulez dire quoi? Jusqu'où? Il y a une part qui est éminemment personnelle, qui est de vous, Oui. mais un tableau figuratif, il montre une église. Et bien sûr, il montre le regard qu'a un artiste sur l'église. Oui, déjà. Mais il dit aussi, je sais pas, la sensibilité propre de l'artiste. Vous demandez si j'ai une certaine pudeur à le faire, c'est ça? Non? Là, tu te livres beaucoup, tu nous donnes beaucoup. Mais oui, mais j'en ai pas vraiment conscience. Je peux porter une réflexion, s'il vous plaît. C'est une citation de Lucian Freud. Oui. Tout est autoportrait, Ah. même si c'est une chaise. Oui. Autrement Oui, dit, oui, mais c'est un ce que peu vous vrai. montrez, c'est vous. Il n'y a pas de. À partir du moment où on s'expose. Voilà. Oui. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans. Pour prolonger la Oui. question antérieure, est-ce que quand tu regardes un de tes tableaux, tu te reconnais? Mais oui, parce que c'est mon enfant, il fait partie de moi, en fait. J'ai souvent l'impression que quand je viens de le faire, c'est mon enfant. Et c'est pas le voir partir après, c'est toujours un peu. Mais l'enfant, justement, c'est pas nous. Et l'enfant, c'est pas nous. Alors À la d'accord, fois- oui, c'est à vrai. la fois, il est autre. Oui. Et je n'ai pas, Ah oui, oui. je n'ai pas un miroir. Ça C'est- va prendre son indépendance. Ah oui, il va prendre son indépendance de toute façon. Mais pourtant, si parfois, je crois me reconnaître un petit peu dans certaines toiles, oui, oui, parce que c'est vraiment ce que j'ai voulu exprimer. Donc, c'est une part de moi-même. Mais c'est pas que ça. On sent qu'il y a Oui. une relation, enfin, il y a une dimension relationnelle avec autre chose. C'est toi et une dimension de relation
avec, je ne sais pas, c'est ça qui nous invite à ressentir. Là, pour ce tableau, par exemple, pour moi, c'est un reflet. C'est comme le reflet de quelque chose qu'on n'arrive jamais, qu'on n'arrivera jamais à atteindre. Donc, ça dépasse l'artiste. Oui, c'est le reflet de quelque chose qui nous dépasse. C'est un peu comme ça. Ah, mais on a souvent l'impression d'être un peu dépassé par soi-même. Parfois, je me dis, ah, c'est moi qui fais ça. Non, pas du tout pour me... Mais parce que j'ai l'impression que c'est un autre que moi qui a fait ça, quoi. Et oui, et ça, c'est quand même... Quelque chose qui est- Oui, et donc ça, c'est un peu spirituel quand même de se dire que ça dépasse ce que je voulais faire, en fait. Ça me servait. J'ai à l'esprit, là, tout de suite, la toile que vous avez projetée de Kandinsky Oui, sur cette construction musicale oui, qui est pour moi d'un graphisme d'une pureté totale. oui. Vraiment, si je me permets de comparer ce que j'ai face à moi et dans ma mémoire, ce tableau de Kandinsky, où est la spiritualité de Kandinsky dans cette toile dont je fais état maintenant? Où vous la trouvez? Attendez, on va y revenir. Mais lui, il le dit, il a trouvé sa spiritualité et son sens de l'abstraction grâce à la musique. Donc, C'est pour ça qu'il travaille sur la musique oui, essentiellement. Là, oui, tous oui, ces oui, oui, tout à instruments. fait. Je ne sais pas si vous avez vu l'exposition Kandinsky à Philharmonie. oui. Oui, mais Est-ce que vous pouvez dire que vous, ça vous touche moins? Quelque part, quand je suis face à cette toile, j'essaie de comprendre la symbolique, j'essaie de... Voilà, au Oui. début, j'ai cette espèce de projection où dans ma mémoire, ça va être un petit peu flou. Je vais voir des miroirs, je vais voir des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et au fur et à mesure que je vais rentrer dedans, je vais analyser. Et là, ma question, d'où vient la spiritualité dans cette toile? Où est-elle marquée? Quel est le marqueur ici? Vous dites que c'est la musique. oui, Non, mais je pense que justement, c'est pas à écouter comme C'est à oui, écouter. c'est à recevoir comme de la musique. c'est comme si vous écoutiez une musique. Oui, Laissez la toile imprimer une émotion. Oui, Les couleurs, les effectivement, on formes, les analyse images. dans ce Vous sens. la laissez imprimer en vous une émotion, et là, vous allez quelque chose. Et vous voyez, quand je Dans l'ai l'émotion qu'elle va découverte, imprimer, en je l'ai vue cette étoile, j'étais très attirée par elle, mais j'étais perdue aussi. Perdue ah oui, dans cette poison, enfin, de détails. Mm. J'essayais de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire, etc. Avant de comprendre vraiment que la musique transparence. C'est pas évident. Mais c'est une toile qu'on écoute, c'était. vous étiez plus à l'aise avec ça. Vous étiez plus à l'aise avec ça. Ah, Vous étiez bah plus oui, à l'aise avec ça. Et c'est plus facile. Mais là, il nous entraîne vraiment. Oui, c'est vrai, ça peut paraître beaucoup plus froid. Moi aussi, je trouve cette période de Kandinsky plus froide, mais c'est un je travail sais- colossal. oui, oui, bien sûr. Mais en même temps, je crois qu'on l'a un petit peu dit, il faut vraiment entrer dans une toile comme dans une histoire. Il faut se laisser faire. Pour moi, j'entre dans une toile comme dans un roman, comme dans un film. Euh, il faut d'abord se laisser faire. Alors, on est touché ou pas touché, hein. On ne peut pas être touché par tout. Mais je pense qu'il faut d'abord réagir avec le cœur avant d'essayer de comprendre. Bon, bah, peut-être que le cœur fera que de toute façon, on ne comprendra pas, mais ça, c'est vrai que c'est le Kandinsky un petit peu plus difficile à comprendre. Mais lui, c'était son cheminement. Et c'est par la pureté de la musique et des lignes il est arrivé à son abstraction. Mais la nécessité intérieure, plus on peint, plus on a besoin de peindre, plus on... oui, c'est une nécessité, bien sûr. Et là, tu n'es pas essoufflé de cette nécessité intérieure, parce que tu as beaucoup peint, tu continues avec un rythme soutenu, ou bien il y a des variantes. Oui, il y a des variantes, mais comme je disais, moi, c'est assez linéaire et assez continu quand même, hein. Là, je viens à la fois de préparer cette conférence et aussi de finir ce travail sur les 4 saisons qui est en bas, qui m'a beaucoup pris parce que chaque peinture était longue.
Et je me suis dit, heureusement qu'il n'y a pas 8 saisons, 4 me suffisaient bien. Vous allez voir en bas. Donc, après, ce matin, tout à l'heure, hier, devant la toile, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci? Donc, parfois, il y a cette question aussi, sur quoi je repars. Un rapport avec la musique aussi pour 4 saisons? Non, Non. pas du tout. Un Non, rapport non, avec non. la vie. Non, 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 non. Il va pas sur des murs, des fresques, sur des... Non, j'ai jamais fait ça, non. Non. Ni fresque, ni vitraux. Et tu as fait une tapisserie quand même. Ah oui, oui, une tapisserie pour une chapelle, oui, oui. Qui est de, À Nogent-sur-Marne, oui, oui. et, Mais c'est pas mon métier justement, principal. cheminement de lumière, là, Oui. ça nous permet d'en retrouver des lignes aussi. Mm. Un pyramide, un triangle, Mm. qui conduit effectivement dans un lieu que tu as montré plusieurs fois dans tes tableaux. Il y a un centre, il y a un foyer Oui, qui est très ouvert, là, qui passe à travers le tableau à ce moment-là. J'aime bien ces tableaux centrés sur un foyer lumineux. Ces deux-là sont ceux que je préfère. Ah oui, c'est c'est le Elles sont présent. très belles. Et en plus, c'est vrai qu'elles font valoir autre chose complètement différent. Oui, Vous avez une espèce de traversée vers la lumière qui est intéressante. Je trouve. Là, vous avez voulu exprimer tout à fait autre chose quand même. Ça n'a rien à voir avec les grandes structures horizontales. ah non, non, c'est tout à fait autre chose, bien sûr. J'ai toute une période justement avec des soleils, des arrondis, donc pas tellement là justement. Mais comme le grand que je vous ai montré tout à l'heure aussi, ça procédait de ça. Oui, j'aime beaucoup les formats carrés, et j'aime beaucoup tout ce qui tourne comme ça, oui. C'est beaucoup le thème des soleils, j'ai beaucoup de thèmes de soleil. Et dans les suivants, là, que tu as passé un peu vite, après les deux soleils, est-ce que tu peux rester un peu dessus? Ah, celui-là, tu l'as décrit. Oui, ah oui, celui-là aussi. Voilà, par exemple, celui-là. Si, c'est nos deux amis morts en accident d'avion, là. Donc j'ai voulu quelque chose d'extrême. Pour moi, j'étais dans l'air, là. J'étais vraiment dans l'air, dans les airs. Et la suivante? Ah, c'est une bonne commenter. J'ai une question, mais peut-être que c'est trop personnel et que je n'ai pas de pas répondre, mais moi, je suis, en plus d'être frère dominicain, je suis menuisier à mes heures perdues, et il m'arrive de me blesser, et je me pose toujours la question, un peu sans cesse, ça revient, un artiste qui ne peut plus créer, qui perd par exemple l'usage de ses mains, un peintre qui ne peut plus peindre, qu'est-ce qu'il devient? Ben, il se met à écrire. Je me suis souvent dit ça. Non, oui, non, mais c'est dramatique, c'est sûr. Perdre l'usage de ses mains ou de ses yeux pour un artiste, c'est très triste. On espère que ça n'arrive pas. Mais moi, je me dis qu'à ce moment-là, il y aura peut-être l'écriture pour exprimer d'autres choses. Parce que les trois peintres dont je vous ai parlé, ils sont très liés à la musique, à l'écriture. Enfin, un véritable artiste, en fait, est perméable à tous les arts, je pense. Langage universel, de toute façon. Tous les arts, Oui, ce sont des langages universels. oui, Là, en fait, le peintre qui fait de l'abstrait oui, peint en fonction de sa propre subjectivité, c'est vrai que c'est sa subjectivité. oui. Donc, pour le spectateur, en fait, qui n'est pas introduit à cette subjectivité, c'est peut-être difficile de décoder la peinture, avec une peinture réaliste, je dirais, Oui. un visage humain. Tout à fait. Donc, en fait, Oui. ça nécessite un effort de connaître quasiment la vie. Ou ce que le peintre a voulu dire. C'est pas absolument évident. C'est vrai que parfois, non. Alors parfois de donner c'est ambivalent, tout le monde n'est pas d'accord, un nom à la peinture, c'est déjà une petite clé de lecture. Ça permet un peu à... Moi, j'aime bien donner un nom à mes peintures, toutes, parce que c'est comme donner un prénom à un enfant. Bon. Ça induit beaucoup aussi. Comment? induit Mais ça énormément. induit. Et ça induit. Oui, oui. Est-ce qu'on se laissera aller autant si ça a déjà été donné qu'il ne sort pas de soi? Oui, oui, c'est pour ça que c'est un débat, ça. Oui, oui.
Mais moi, et souvent, je commence une peinture donc assez abstraite, et le titre me vient pendant que je suis en train de peindre. Alors, je travaille pour ce titre, pour le sujet, quoi. Parce que le titre est le sujet, en fait, oui. Mais vous avez raison, parfois, on a besoin d'un petit peu de clé de lecture hein, pour comprendre. Il faut d'abord se laisser toucher, on est touché ou on n'est pas touché, mais des petites clés de lecture peuvent aider dans l'art abstrait, oui. J'ai envie de dire que Oui. une peinture, une fois qu'elle est présente, Oui, elle ne nous appartient plus. non, Et c'est celui qui la regarde, qui se l'approprie oui, et qui la fait vivre autrement. mais tout à fait, Et mais qui c'est... peut lui donner un autre. Oui, 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 et qui me donne un autre- oui, tout à fait, bien sûr. Comme un enfant, il ne nous appartient plus une fois qu'on Oui. a pris le monde. D'ailleurs, vous avez dit sur le tableau dernier, c'était une commande, et là vous avez dit, là j'avais carte blanche. Oui. Ce qui veut dire que des fois vous arrivez à vous imposer des choses par des. Ah non, 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 mais parfois des gens font des commandes, c'est un peu traumatisant, quoi. Ils veulent Oui, tel ou c'est tel. pour ça. Tandis que là, carte blanche sur un beau mur blanc, je savais que c'était un thème marin et c'était, je me suis vraiment laissé aller, j'ai trouvé ça très agréable. J'ai compris que c'était le commanditaire, si je puis dire, qui vous avait laissé libre le Oui, choix. c'est ça. Ça, contrairement, alors ça voudrait dire qu'à l'opposé, des fois, vous n'avez pas le libre choix. C'est pas tellement libre choix. Parfois, quand on travaille pour un thème, pour une exposition collective, soit on a déjà le sujet chez soi, Un thème. bon, ça va très bien, il existe déjà, soit travailler pour le thème, c'est pas toujours évident. Oui. On s'impose une petite contrainte. Une contrainte, oui, ça. Oui. Tu as dit que tu faisais des ateliers pour les enfants. Tu fais toujours quelque chose? Ah non, non, il y a très longtemps que j'en fais Très plus, moi. longtemps. Oui, oui. Parce que moi, quand je vois dans mon travail de création, je me dis, mais les enfants, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont le bonheur d'être initiés à cet art, à cette potentialité? Quand on est tous avec leurs écrans, on se dit, passe à côté d'une expérience de création qui est pourtant essentielle. On devrait, enfin, je pense que tu as des choses à dire, mais dans l'éducation, on devrait valoriser tout ce qui est création et recherche de sens, de vérité, de tout ce qu'on veut. Est-ce que pousse assez nos enfants dans ce sens? Il existe encore beaucoup d'ateliers pour enfants. Moi, j'ai des petits-enfants, ils font partie d'ateliers d'art et tout ça. À l'école aussi. Mais si, il y en a quand même qui... Ça existe encore. Oui, oui. Oui, oui, oui. Je pense que les écrans n'empêchent pas. Tu veux dire quelque chose, François? Oui, je voulais revenir au côté spirituel. Oui. Tu as dit tout à l'heure que quand tu avais fait l'apprentissage, tu avais besoin de te libérer. Je pense que se libérer, une tâche qui est très spirituelle. Alors, est-ce que, puisque tu as envie de dire là-dessus, à la fois, quand tu peins un tableau, est-ce que ça participe à ta libération? Et est-ce que, enfin, quand moi je regarde un de tes tableaux et que j'accepte d'être modifié, parce que c'était net sur le tableau de Kandinsky dont parlait Madame, c'est à force de le voir, oui. Je suis de plus en plus touché et modifié. Est-ce que, effectivement, la peinture me permet d'être modifié et d'être libéré un peu? De me libérer. Oui, oui, mais toi, elle te permet en tant que spectateur, tu veux dire. Tu me demandes si moi, ça me libère. Oui. Oui, oui, bien sûr. Mais plus j'avance dans l'abstrait, un petit peu, je reviens à tout ça, si je fais des choses beaucoup plus abstraites encore, j'ai toujours envie de me dire, il ne faut pas que je pense à la réaction des gens, il faut que j'aille. Et ça, on me le dit, mais va au fond de toi. Mais on se fait peur parfois en disant comment ça va être reçu, ce qu'il ne faudrait pas dire d'ailleurs, mais bon, on se fait peur un petit peu en abstrait, oui, oui. C'est très vrai ce que vous dites. Oui. Je ne dis pas comme ça, un amateur, mais je n'avais jamais fait d'abstraction. J'ai suivi un stage d'abstraction il y a 2 ans. Et comme vous dites, on se fait peur. On ne sait pas du tout où on va. Oui. Et je me suis dit, mais il faut une initiation, il faut que quelqu'un nous donne un code, quelque chose. Et j'étais devant cette toile blanche et je disais, mais
qu'est-ce que je vais faire? J'aime le rouge, alors allons-y, mais ce rouge, il faut qu'il corresponde à quelque chose. Après, il y a toute une construction, tout un mental qui intervient, mais j'arrivais pas à éprouver de plaisir, parce que je crois qu'il faut quand même avoir un minimum de matière à la base, en abstraction, avant de se lancer comme ça. Oui, oui. Il n'y avait pas de fil conducteur, il n'y avait rien, ça donnait une espèce de pâté grotesque, et je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Non, mais souvent, J'étais perdue. l'art abstrait part de quelque chose, quand même, souvent, hein. Moi, parfois, il m'est arrivé de partir de photos que j'avais prises, je m'en sortais complètement, mais je prenais quelques lignes, les photos, etc. Et voilà, c'était parti. Euh, on part pas toujours de rien, comme mon grand soleil tout à l'heure. Là, je suis partie de rien, mais on part pas toujours de rien non plus. L'abstraction ne part pas forcément d'aucun sujet. Mais se l'approprier en abstraction, c'est difficile. Avec mon mari, nous faisons des stages avec notre prof, parce que maintenant il habite dans le Lot. Et donc, presque tout le monde est figuratif. Je suis quasiment la seule abstraite. Et c'est vraiment très difficile de m'approprier un paysage dans l'abstraction. Pour moi, c'est un gros travail. Ce pas les meilleures toiles que je fais d'ailleurs là-bas. Les meilleures, je les fais plutôt dans mon atelier. Mais disons, oui, on part aussi de quelque chose, souvent dans l'abstraction. On n'est pas toujours passe à la feuille blanche en disant, voilà, je vais commencer à faire un soleil. Puis moi, j'étais arrivée à faire ça tout à l'heure, ce grand soleil serre, parce que j'en avais déjà eu d'autres avant. Et je savais ce que je voulais faire. Vous dites que parfois c'est difficile de faire de l'abstraction quand autour de soi c'est du figuratif. Qu'est-ce qui vous pousse alors à ce moment-là à choisir l'abstraction? Alors vous pourriez rester dans le figuratif. Oui, je pourrais, mais devant une église de village, tout ça, c'est pas ça que j'ai envie de peindre. J'ai envie de me l'approprier tout de suite parce que on commence à avoir un autre regard sur les choses. Comme certains photographes, les photographes parfois ils changent tout à fait leur façon de photographier, donc ils ont vu une certaine chose. Le peintre, c'est la même chose, je pense. Oui, il m'est arrivé de refaire des villages et tout ça, bien sûr. Mais même mes villages, ils ont quand même quelque chose d'autre, oui, de plus abstrait, de plus coloré, des formes. Mais- Ah non, personne m'oblige à rien, mais je suis bon chemin. Tu travailles de la couleur, puisque tu disais que tu es d'abord coloriste. Oui. Par exemple, cette toile, on peut prendre n'importe laquelle, mais tu dis que tu travailles beaucoup la couleur. Là, par exemple, je trouve qu'il y a des sortes de rouge et de bleu. Comment tu fais ta recherche pour passer d'un bleu à l'autre, d'un rouge à l'autre? Bon, enfin, je sais pas, puisque c'est ça qui te pousse ou dans tes soleils, d'un jaune, des nuances de jaune à l'autre. À force de travailler, une couleur en appelle une autre. Il y a des couleurs qui se répondent les unes aux autres. Si j'ai fait beaucoup de rouge à un endroit, ben, je sais que j'aurai besoin d'autre chose pour calmer un peu plus. Si j'ai fait mon rouge, ben, il faut aller plus loin avec le violet. C'est tout un jeu de réponses et de dialogue, les couleurs. Là, on est dans le spirituel. Là, on est carrément dans le Parce que spirituel, le oui. dialogue, Oui, oui. c'est ce que je trouve, c'est que dans toutes tes toiles, je trouve qu'il y a du mouvement. On parlait tout à l'heure. Qui es-tu? Ben, tu n'es pas la même que la veille. Mhm. Et ça, moi, je trouve que c'est ça qui apporte la spiritualité par rapport à quelque chose de rigide, Oui. où je serais seule avec ma propre vérité. Oui, oui, Ça ne bien. donnerait pas cet aspect vivant. Oui. C'est un dialogue, effectivement, alors, entre les couleurs et forcément. Ça reflète les propres états d'âme, de toute façon. Oui, oui, bien sûr, ça c'est le. Oui, oui. Oui, pour moi, donc, vous n'avez pas parlé de quelque chose qui forcément nous touche, qui est le plaisir de peindre et la douleur que l'on peut ressentir quand on fait quelque chose. La douleur, La douleur. La Bien sûr, douleur. c'est une souffrance comme par arriver à exprimer. C'est une ambivalence. Le plaisir et la douleur. Alors, la douleur, pour moi, en ce qui me concerne, c'est un mot un petit peu fort. Le plaisir, il est là parce que rien que de sentir, c'est comme toi, ta sculpture. Moi, rien que le plaisir de ces pinceaux et de cette pâte et tout ça, c'est un besoin déjà. Donc,
c'est un grand plaisir. La douleur, non, la déception parfois. Mais la douleur, non. Mais par exemple, quand j'ai peint une après-midi, s'il faut s'arrêter sur une note qui n'est pas satisfaisante, je peux mal endormir la nuit jusqu'à ce que j'y revienne le lendemain et que je corrige ça. Oui. Mais la douleur, non, là, j'ai ressenti de la douleur avec le rapport de la SIAZ, mais j'ai pas ressenti de la douleur en faisant ça. Oui, j'ai senti le Christ très intérieur, c'est ce que j'ai voulu faire, mais ça n'a pas été une douleur de le peindre. Bon, on va rester sur cette image poignante, peut-être pour conclure notre soirée. Un soleil. Un soleil peut-être. Plus légère. Attends. Voilà. Donc, vous avez vu, il y a une quinzaine, je ne sais pas très bien, de tableaux qui sont exposés. Donc, 25. C'est le moment. 25. 25. Voilà. C'est le moment d'aller les découvrir.